Mais comment tu peux dire ça à un parent? Enfin, c'est quoi le sujet en fait? Il faut angoisser les parents? Ça va aller mieux pour l'enfant une fois que t'as dit ça? Enfin, c'est. À partir du moment où tu as commencé à nous raconter Joa, c'était incroyable, ta voix, tes yeux se sont allumés, ta voix, il y avait une énergie incroyable et je trouve que tu brillais complètement. Si votre ado il vous texte un Skype. Skip, je crois. Moi j'aime bien mettre les choses en mode anglophone. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du 21e siècle. Je suis Solène Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du 21e siècle. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents. Alors cette semaine, on a Lille en force puisque on a Pascal, le fondateur de Histoire de Papa, et Marie, la fondatrice de Graines de Citoyens, qui sont tous les deux lillois et qui sont mes co-hosts de la semaine. Et en invité spécial, on a Magali Flécheux, qui est une ancienne avocate et qui est fondatrice de Joa, qui anime des ateliers pour développer les compétences psychosociales ou les compétences de vie des enfants. Et elle va nous raconter tout ça plus tard, parce que on a un agenda très chargé aujourd'hui. On va vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, moi j'aimerais revenir sur une actu de la semaine qui m'a pas mal interpellée. C'est dans le cadre de la journée du refus scolaire, la FEV a publié une grande enquête et je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, on va avoir le débat de la semaine. Être parent, est-ce que c'est de plus en plus stressant au 21e siècle? Les Américains se sont penchés sur ce sujet et on va en discuter ensemble. Et enfin, je vais vous parler de l'astuce parent de la semaine et j'inviterai Marie à nous donner des conseils. On va parler éco-anxiété et kids. Alors, comme je vous le disais, la FEV, la semaine dernière, c'était la 17e journée du refus de l'échec scolaire et la FEV, qui est une association qui lutte contre les inégalités éducatives, a publié un rapport qui se concentre sur la parentalité dans les quartiers populaires. En fait, suite aux émeutes de 2023, ils ont décidé de regarder un petit peu comment ça se passait dans les quartiers populaires dans le cadre de la parentalité. Et moi, en fait, ce qui est vraiment ressorti de ce rapport, c'est tout ce qui concerne la monoparentalité, parce qu'en fait, ce rapport nous indique que il y a quand même 92% des familles monoparentales qui sont des familles avec un seul parent dans les quartiers populaires. Et ces familles monoparentales, elles cumulent, on va dire, les handicaps, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on en a 47% qui vivent avec moins de 1400 € par mois, contre 20% des couples qui vivent avec moins de 1400 € par mois. Et en fait, ces familles monoparentales, en plus, elles sont la moitié à n'avoir personne pour les aider à s'occuper des enfants. C'est-à-dire que ces personnes, ce sont à 92% des femmes. Et en plus, 50% d'entre elles disent « Je ne peux pas me reposer ni sur mes parents, ni sur un membre de ma famille, ni sur mes voisins pour m'aider ». Et après, ce qu'elles nous disent, c'est que elles ont l'impression de pas avoir les moyens d'aider leurs enfants dans le cadre de leur scolarité. On a à peu près 64% d'entre elles qui nous disent « Moi, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants dans le cadre de la scolarité. » Et on a beaucoup d'entre elles, 34% qui disent « Je n'ai pas l'impression d'avoir les capacités d'être capable de pouvoir aider mes enfants à faire les devoirs. » Et donc, en fait, ce que nous dit ce rapport, c'est que il y a un réel besoin d'accompagner la parentalité dans ces quartiers, parce que non seulement c'est des enfants qui vivent souvent sous le niveau de seuil de pauvreté, mais en plus ils n'ont pas d'accompagnement
pour les aider à réussir à l'école. Donc voilà un petit peu moi les chiffres et les choses qui m'ont heurté dans ce rapport et j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous je sais pas, vous avez déjà eu l'occasion de lire ce rapport qui est sorti la semaine dernière et qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres et de cette situation tellement particulière sur les familles monoparentales dans les quartiers d'éducation prioritaire? Effectivement, moi je trouve que ces chiffres ils sont effectivement hyper impressionnant dans le volume, c'est quelque chose qu'on imagine bien, et ce que tu disais sur le cumul finalement d'un certain nombre d'inégalités, aussi bien en termes de revenus, en termes d'accompagnement scolaire, de capacité finalement des parents à l'accompagnement, de l'accès aussi aux loisirs, c'est ce qui est écrit aussi dans cette étude-là, c'est que finalement il y a plein de choses qui sont compliquées, et ça montre, enfin toutes les études montrent que finalement il y a un vrai lien entre le cadre de vie de l'enfant et sa réussite scolaire. Donc forcément, on imagine bien que pour moi, c'est un endroit évidemment où il y a besoin d'accompagnement. Tous les parents ont besoin d'accompagnement, mais je veux dire, c'est aussi un sujet hyper intéressant. Et si on parle peut-être un peu de ce qu'on peut faire, je trouve qu'il y a des associations de quartier, notamment la FEV typiquement, qui met en place parfois du mentorat, tu sais, où c'est des étudiants qui viennent dans ces familles pour accompagner aussi bien peut-être sur des sujets d'illettrisme ou d'électronisme, donc de difficultés avec toute la partie les ordinateurs et toutes les inscriptions scolaires et autres qui se passent aujourd'hui toujours sur les téléphones, sur les ordis, et puis aussi pour l'accompagnement sur la scolarité et toutes ces démarches. Donc en tout cas, moi je pense que c'est super de donner la parole et de se rendre compte de l'ampleur du phénomène et qu'il y a besoin d'aller trouver des dispositifs de terrain qui sont efficaces, quoi. Et puis je pense qu'on sous-estime aussi à quel point il faudrait aider toutes ces familles monoparentales, quoi. Enfin moi je trouve ça dingue qu'il y ait 50% des femmes seules qui disent en plus non seulement je suis seule à élever mes enfants, mais en plus j'ai personne qui me donne un coup de main, quoi. La question pour moi, elle est aussi sur le côté finalement un peu ascenseur social, parce qu'il y a le côté de ok, je suis un enfant issu d'un quartier prioritaire et comment j'arrive finalement à évoluer, à sortir de cette situation-là. L'école, elle joue un rôle là-dessus, mais ça peut pas être suffisant. C'est un contrat effectivement et entre l'école et les parents, mais effectivement ces parents-là, ils sont pas forcément armés, et ils ont pas forcément les outils. Je rejoins Marie. Il y a plein d'associations. Moi, je collabore avec une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui accompagne effectivement les jeunes, mais pas que les citoyens de quartiers prioritaires à la réinsertion, soit via le sport, soit via l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est effectivement une démarche hyper intéressante. Pour aller dans la dynamique de Marie sur les outils, donc oui, il y a les assos. Je pense qu'il y a aussi probablement quelque chose à faire au niveau du périscolaire. Les adultes, qui accompagnent les enfants en périscolaire sont pas forcément outillés et armés pour justement accompagner les enfants dans les devoirs. On le sait, les devoirs, ça nécessite quand même des compétences particulières en termes de pédagogie, en termes là, et on n'est pas toutes et tous armés sur ce sujet, et je suis pas persuadé qu'effectivement le personnel de périscolaire qui font un travail nécessaire, mais est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer pour les outiller, pour qu'ils puissent justement être le relais des parents de quartiers prioritaires? Le périscolaire forcément il a sa place à ce moment-là parce que l'école peut pas tout faire. Et les associations ont leur rôle dans la mesure où elles sont aussi subventionnées, donc l'État peut de manière indirecte aider toutes ces populations. Je sais pas s'il y a que des femmes qui sont monoparentales, il y a peut-être des papas aussi. En fait, 92% c'est des femmes. Ça, c'est dans les quartiers prio, mais Mounatio, c'est 80, je crois que c'est 85% des familles monoparentales qui sont portées par une femme. Donc quoi qu'il en soit. Et puis je pense aussi, il y a peut-être des choses à mettre en place. Moi, ça me fait un peu penser à... il y a pas mal de profs qui font des choses assez innovantes. Par exemple, il y a ces profs-là qui ont amélioré le taux de résultat au bac en envoyant un texto aux parents tous les soirs. Dans les quartiers prioritaires, donc peut-être qu'il faut un peu plus de lien entre l'école et les parents. Je pense aussi à ces deux profs de sport là qui font baisser le temps d'écran des élèves par jour
en fait, tous les jours, ils vont regarder le temps d'écran des élèves dans leur portable matin et soir. Et ils leur donnent des objectifs qui sont aussi partagés avec les parents. Et donc, pour moi, ça montre aussi qu'on a un vrai besoin de coéducation, de coparentalité pour aider à sortir de ce cercle qui est pas du tout vertueux et aider à réussir à l'école en accompagnant aussi la parentalité et en faisant de la coéducation. Et à mon sens, c'est à faire en plus assez rapidement, assez tôt dans la scolarité. Je vous raconte une petite anecdote. Là, dans l'école de mes enfants, l'année dernière, il y avait un championnat d'athlétisme et ils sollicitaient des parents pour accompagner. Je me libère sur une demi-journée et donc du coup, chaque parent accompagnait un atelier. Et en fait, moi, j'étais surpris. Moi, mes enfants sont dans une école publique où il y a une certaine mixité et j'étais surpris de voir. On parlait moi je crois que je supervisais un groupe de CP. J'étais surpris de voir les inégalités entre enfants d'une même classe de CP, de voir en termes de compréhension des règles, en termes d'expression orale, en termes de dynamique physique même, sur le fait de faire un triple saut. Et en fait, je trouvais ça, je l'ai vu de façon très très nette la différence. Et à un moment donné, il y a la directrice de l'école qui vient et je lui en parle et elle me dit qu'effectivement c'est très marqué, mais dès la maternelle, et que l'école essaye au maximum de faire le job. Et elle me disait qu'effectivement, quand on regardait les résultats, avec le temps, les inégalités, elles se réduisaient, mais que quoi qu'il en soit, elles persistaient. Parce que effectivement, il y a l'école, mais il y a effectivement les parents. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il y a un relais à faire, comme tu le disais, Solène, de co-construction entre l'école qui fait ce qu'elle peut, mais elle peut pas tout faire, et les parents il est nécessaire, à mon avis, de les outiller pour qu'ils puissent prendre le relais. Ouais. Mais moi, il y a un autre truc qui m'a fait tilt, c'est que la semaine dernière, j'étais à l'UNESCO au sommet international du développement du cerveau de l'enfant, et en fait ils disaient tous, il y avait des spécialistes du monde entier, que pour que le cerveau de nos enfants se développe bien, il faut absolument avoir des interactions. Et c'est-à-dire, moi je le dis souvent, moi je dîne avec mes enfants et je sais qu'il y a plein de gens, ils dînent pas avec leurs enfants, ils préfèrent les coucher et après dîner tranquillement. Et juste le fait de dîner, t'échanges, tu parles et t'augmentes le vocabulaire. Et là, en fait, dans l'enquête de la FEV, il y a 50% des parents qui disent qu'ils sont en horaire décalé et que du coup, ils peuvent pas échanger et s'occuper de leurs enfants, quoi. Et ça fait creuser les inégalités dès le plus jeune âge, parce que c'est aussi bête que ça, mais je pense que si on instaurait l'histoire du soir et que on disait oui, il faut absolument que tous les parents lisent une histoire du soir jusqu'à ce que vos enfants soient capables de lire, tu augmentes tout de suite le niveau de langage des enfants. Du coup, les enfants sont capables de verbaliser les émotions et tu rentres dans un cercle vicieux et le cerveau se développe beaucoup mieux. Donc, il y a aussi vertueux. C'est vertueux, ouais. Et il y a aussi ce fait que la plupart des parents en situation monoparentale aussi sont sur des métiers avec des horaires décalés, compliqués, Et après, je pense qu'il y a aussi un autre regard à porter sur la notion de devoir, parce que dans le rapport, on parle aussi des devoirs. Ouais. Et en fait, c'est quand même un truc qui peut être hyper anxiogène. Alors, il y a est-ce que j'ai l'espace-temps quand je suis en horaire décalé, pour accompagner mes enfants là-dessus. Mais il y a aussi, finalement, ça renvoie à moi, mon enfance, et comment mes parents m'ont accompagné ou pas, comme ils ont pu, peut-être maladroitement, avec les devoirs. Et donc, du coup, quand tu es un parent sur ce truc-là, c'est un truc peut-être un peu anxiogène. Et je pense qu'il y a un truc de finalement, en fait, l'apprentissage, il peut être il peut être hors cadre strict du devoir, et c'est aussi dans le quotidien et comme tu le disais, Solène, dans les moments partagés que les devoirs peuvent se faire. Moi, hier, j'ai accompagné ma fille à la gym, on était un peu à la bourre, et en fait, elle me disait sur le GPS, mais regarde, là on arrive à telle heure, et en fait moi et donc je lui dis ok, donc concrètement ton cours il commence à 11h45, on va arriver à 10h, je dis n'importe, je sais plus, 11h45, donc du coup on va arriver à 11h37, donc en fait on va avoir combien de minutes d'avance? Et en fait, tu vois, c'est aussi une manière de, voilà. Et le soir, j'ai eu la même chose avec mon fils qui me racontait un truc qu'il avait lu, c'était sur quelqu'un qui avait escaladé l'Himalaya à vélo, et donc il voit le chiffre 5400 mètres. Et en fait, il n'arrivait pas à lire
Le 5400, il était 54 0 540. Non, il avait vu. Et donc, je lui ai expliqué. Et après, j'ai juste pris un post-it et je lui ai je lui ai fait lire plusieurs fois des chiffres, enfin, des nombres, pardon, à 4 chiffres. Et en fait, c'était intégré et on l'avait décontextualisé. Et je pense qu'en fait, il y a aussi ça. Il y a aussi peut-être revoir l'appréhension de ce qu'on met derrière le mot devoir. Bien sûr. Oui, l'école après t'impose de faire certains devoirs, donc tu vas être obligé de. Mais nous aussi chez Joie, on fait des maths tout le temps en fait en extrascolaire. Quand on fait une recette de cuisine, ce que tu peux faire avec ton enfant, tu fais des maths. Et je leur dis aux enfants, enfin on leur dit. Là, quand on pèse, on mesure, on regarde le nombre de grammes, les conversions, enfin, c'est sans arrêt des maths. Quand on fait un jeu de piste dans les rues de Paris, on fait de la géométrie. Et évidemment que après, il y a un sujet, c'est un sujet plus large, quoi, sur est-ce qu'il faut des devoirs. Mais est-ce que finalement, peut-être que ça résoudrait pas mal de problèmes, Ouais, ça c'est au moins de devoirs, qu'on puisse les faire le week-end, pas forcément le soir, après une journée chargée d'école comme on en a en France. Est-ce que c'est bien nécessaire? Mais les devoirs, un débat sans fin. Enfin, oui, non mais voilà. Après, je veux pas lancer un sujet sans fin, comme tu dis, mais donc aujourd'hui, on va débattre de est-ce que être parent aujourd'hui, c'est plus stressant. Alors, il y a Le Monde qui a relié un article sur un rapport qui est sorti de l'administration de santé publique des États-Unis qui tire la sonnette d'alarme quant au niveau de stress parental. Ils disent que c'est un vrai problème de santé publique. Et donc, quelques chiffres de nos amis américains. Alors, ça fait toujours peur parce que quand on donne des chiffres des États-Unis, on sait obligatoirement que nous, ça va arriver un petit peu après chez nous. Et donc, en fait, il y a 41% des parents qui disent qu'ils sont stressés versus 20% si t'as pas d'enfant. Bon, ça va, ce qui va donner à la jeune génération un argument supplémentaire pour pas faire des enfants. Ensuite, il y a 40% d'entre eux qui disent que c'est un stress qui est écrasant. Et ils sont 66% à se dire très très inquiets. L'administrateur de la commission de la santé américaine nous dit il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que aujourd'hui il dit les parents cumulent à la fois toutes les inquiétudes qu'ils avaient, que les parents pouvaient avoir à notre époque, du type est-ce que mon enfant est en sécurité, est-ce que j'ai des problèmes financiers ou pas, avec les nouveaux défis qui sont les médias sociaux, la crise de la santé mentale des jeunes, le harcèlement, etc. Alors vous, je sais pas, Pascal, toi qui interviens beaucoup sur la parentalité en entreprise, quand t'interviens en conférence, est-ce que t'as l'impression que les parents, ils sont plus stressés qu'avant? Ça dépend finalement des entreprises dans lesquelles j'interviens et pour le coup, on voit vraiment l'impact. Non, mais vraiment, sincèrement, Ouais. on voit vraiment l'impact des entreprises qui ont pris en compte et qui ont intégré ce sujet, donc qui ont intégré la parentalité dans leur culture RH managériale ou de qualité de vie au travail, versus celles qui ne l'ont pas fait ou qui commencent juste. Parce que si j'interviens, c'est qu'ils commencent quand même, parce que mais ils commencent juste. Et on voit vraiment, là, j'ai interviewé, alors on va pas citer, mais des collaborateurs d'une grande banque nationale qu'on connaît tous, et sur le sujet de la parentalité en entreprise. Et effectivement, ils confiaient tous que c'était plutôt smooth, c'était plutôt fluide, qu'il y avait un vrai accompagnement, un retour en douceur, et qu'effectivement, il y avait des jeunes parents et des parents un peu plus anciens, on va dire, et le retour était le même, clairement. Donc oui, effectivement, si l'entreprise, pour répondre à ta question, si l'entreprise accompagne, c'est beaucoup plus cool. Mais ce qui est effectivement certain, oui, moi je suis pas surpris des chiffres que tu nous parles. Enfin, ils sont un peu dramatiques, hein, j'ai envie de dire, mais je suis pas surpris. Et je pense que c'est assez multifactoriel. Il y a quand même une multitude d'injonctions. Tu dois travailler comme si t'étais pas parent, être parent comme si t'avais pas de taf. Il y a quand même une petite musique ambiance depuis beaucoup d'années de la performance, et donc du coup tu dois absolument tout réussir, être épanoui dans absolument tout, aussi bien dans ton taf, dans ta vie perso, dans tes engagements sociétaux, associatifs, etc., etc.
Bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Il y a quand même effectivement les réseaux sociaux, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais qui apportent plein de choses super cool, mais qui apportent aussi quand même un peu un jugement permanent ou une peur du jugement permanent. Et donc du coup, pareil, cette injonction à vouloir bien faire, mais qui est juste pas possible en fait. Le côté, enfin la perfection, elle n'existe juste pas. Donc effectivement, tout ça, si on ajoute un peu, voilà, tous ces facteurs, bah, ça fait une pression qui est effectivement assez lourde à porter. Et voilà, on pourra revenir après peut-être sur quelques pistes de solutions, mais ouais. Ouais, non, mais enfin, ça me fait penser à une discussion cet été avec des potes, on rigolait parce qu'en fait, on parlait de quand on partait en vacances avec nos parents. Genre, on n'avait pas de ceinture. Enfin, moi, je me rappelle, mes parents, ils mettaient la voiture en break. Parce qu'on allait en Espagne et donc il y avait énormément d'heures et on était en randonnion dans la voiture comme ça. Enfin voilà, ma copine a me raconté que son père des fois il conduisait, il était fatigué, il disait mettez-moi de l'eau pour que je reste réveillé et tout. Et en fait voilà, et nous aujourd'hui on a tout un tas de normes, il faut faire attention à tout, donc en fait voilà t'as ça. Et puis ce que je racontais il y a pas longtemps, c'est que je pense avec les réseaux sociaux, on a une pression où tout le monde a l'impression que son enfant c'est l'extension de soi et que donc il faut que pour qu'on ait l'impression qu'on est parfait, nos enfants soient parfaits, alors que personne n'est parfait. Donc c'est vrai que la pression extérieure est assez importante. Bah, sur les réseaux sociaux, surtout, c'est la vie parfaite en fait. Donc, les enfants parfaits. Enfin, on voit jamais sur les réseaux quand on voit une famille tout ce qui va pas, sauf quand c'est humoristique. Mais hier soir, je partageais sur Instagram, je me suis dit oh là là, l'algo là, il déconne. Parce que il m'a poussé une story d'une femme parfaite. Qui se levait tôt, qui était bien habillée, bien maquillée, qui faisait le petit déjeuner de ses enfants, enfin voilà, et en fait tu te dis mais ça n'existe pas ça dans la vie réelle. non, non, mais les réseaux poussent à la comparaison en permanence, donc forcément. Puis les gens sont quand même très angoissés en ce moment. Enfin, je veux dire, on peut parler de l'actualité, mais moi, je le ressens. Enfin, moi, j'écoute plus les informations depuis 2020, mais je lis, je préfère. Mais aujourd'hui, c'est quand même. Ouais, il y a évidemment pour les enfants le harcèlement à l'école, mais il découle de toute la violence qui est au fond des parents aussi. Enfin, toute l'anxiété qui est générée par la transformation du monde du travail, les guerres. La religion, la pédophilie, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les violences sexuelles et qui est réel, hein, enfin c'est hyper anxiogène, donc forcément les enfants le ressentent. Et les parents. Et les parents. Pour moi, le sujet, ce que tu disais Pascal sur la performance, c'est-à-dire que globalement, on est quand même dans un monde où on essaye d'être performant partout et du coup, c'est un peu épuisant la fameuse charge mentale, etc. Et donc du coup, sur le sujet de l'éducation, finalement, ce modèle un peu de surperformance ou performance, on l'applique au domaine de l'éducation, ce qui était probablement peut-être moins le cas avant. Et après, ce que tu dis Magali, je pense qu'effectivement les inquiétudes, entre guillemets, on entend toujours aux infos, comme tu dis, les problématiques dernièrement dans les crèches avec des maltraitances, des machins, même si c'est un cas isolé, au final, les parents qu'on est, on a envie d'être un peu dans le contrôle de ce qui se passe pour nos enfants, du coup ça, entre guillemets, on se dit c'est où la safe place pour mes enfants, où est-ce qu'ils sont en sécurité, est-ce que, enfin voilà, du coup je trouve que ça ajoute effectivement évidemment la question du harcèlement quand on voit ce qui se passe dans des collèges, dans des lycées et tout, et du coup je trouve que ça rajoute finalement un stress entre guillemets supplémentaire sur comment bien faire pour que nos enfants soient bien dans leur basket et soient bien dans leur vie. Au final on n'a pas non plus de prise sur tout, et du coup c'est ça aussi je pense qui est inquiétant pour les parents, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les parents ils subissent un peu ce truc de l'éducation qui fonctionne pas toujours. Là tout à l'heure j'avais une maman au téléphone je demandais comment la rentrée de sa fille s'était passée. Elle me dit elle a une maîtresse un peu old school, elle l'avait déjà eu au CP et j'appréhende un peu parce qu'au CP elle m'avait dit votre fille elle est pas brillante quand même, hein.
Vous savez à qui vous avez affaire. J'ai obtenu 17,95 points de moyenne, ce qui aurait normalement dû être arrondi à 18 si je n'avais pas choisi céramique en option et si mon vase n'avait pas explosé en plein cours. Mais comment tu peux dire ça à un parent? Après, enfin, c'est quoi le sujet en fait? Il faut angoisser les parents. Ça va aller mieux pour l'enfant une fois que t'as dit ça. Enfin, voilà, c'est pas tous les enseignants tout ça, mais ouais. Alors il faut être brillant en fait. C'est ça qui. Enfin, ça sous-entend quoi en fait comme phrase? Cette phrase, elle m'a. Bah, bien sûr. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça en fait? Et ben et c'est encore cette histoire de performance finalement, voilà, dont on parle tout le temps. Et vous voyez, moi je suis. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui est important pour moi, et pour autant, donc j'essaye de l'intégrer moi dans l'éducation avec les enfants, et pour autant, je me rends compte que malgré moi, j'ai dû leur passer des mauvais messages. Là, ils ont eu leur évaluation de début d'année, là, alors sous forme de toile d'araignée, machin, voilà, peut-être que certains la connaissent. Bon, j'ai la chance que voilà, ça fonctionne bien et tout va bien. Et pour autant, avant de les sortir, ils nous disent, ah là là, on est hyper déçus de nos résultats, on est hyper déçus. On regarde le truc, on fait, mais où, c'est quoi le sujet en fait, tout est nickel. Et en fait, je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'effectivement, mine de rien, alors ils vont avoir 8 ans, ils ont déjà intégré cette notion d'exigence envers eux-mêmes, mais probablement parce que sociétale, peut-être liée à nous, enfin voilà. Et du coup, moi, j'ai mis tout de suite un warning, une pause, et en fait, on a ouvert toute une discussion sur le sujet de ce rapport-là à la performance, au résultat, à l'exigence. Et je sais que c'est un gros warning pour moi au quotidien avec eux, parce que je trouve que ça peut faire beaucoup de mal, et que l'idée c'est que ils prennent du plaisir quand même, et que ce soit pas une histoire d'être brillant, Magali, comme tu nous partageais dans cette histoire quand même. Mais on sait pas ce que ça veut dire être brillant. Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, mais tout le monde a un potentiel, non? Voilà. J'arrête pas de le dire. Je pense, ouais. Vos enfants peuvent briller dans les billes, les Pokémon. Bien sûr. Faut trouver juste le truc où on brille, mais il y a tous un truc dans lequel on brille, hein. Même si on est collectionneur de bouchons, hein. Enfin, il y a toujours un truc, voilà. Non, mais j'avais fait un atelier philo, parce qu'on fait des ateliers philo avec les enfants pour développer les compétences de vie et pour les faire réfléchir et développer leur esprit critique. Et on avait fait un atelier philo sur l'intelligence, justement. Et il y avait une petite histoire d'un grand-père qui avait pas beaucoup eu d'instruction, mais qui connaissait plein de choses, comme faire ricocher un caillou dans l'eau, couper, enfin faire du bricolage, enfin bon, il y avait tout un tas d'exemples extraordinaires qu'on adore et qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Et à la fin, évidemment, enfin pas à la fin, dans la discussion, on a parlé de et toi, c'est quoi être intelligent pour toi? C'est quoi ton intelligence? Et tout de suite, les enfants, ils comprennent très bien. Il y en avait une, elle m'avait dit, bah moi, par exemple, je sais bien me faire des copines. Et puis l'autre, il a dit, bah moi, je suis bon en dessin. Bah moi, je suis gentil. Mais voilà, vous avez tout compris en fait. C'est que chacun a son intelligence et va révéler son potentiel dans quelque chose ou pas, hein, mais en tout cas, c'est l'idée, quoi. Bon, alors pour clôturer ce débat, vous êtes peut-être un peu plus stressé que l'étaient nos parents, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Génération Parents, on va vous aider à être beaucoup moins stressé, à prendre du recul, à lâcher prise et à comprendre un petit peu dans quel monde nos enfants ils évoluent. Et alors pour vous aider à lâcher prise le mercredi et pendant les vacances scolaires, il y a Joa, et donc là, je passe à l'invité de la semaine, Magali. Donc alors, Magali, tu as d'abord été avocate, et puis tu as décidé de tout lâcher pour fonder Joa. Alors, raconte-nous un petit peu ce déclic. Comment est-ce qu'on passe de avocate à entrepreneur dans l'éducation qui accompagne les parents et les enfants dans leurs activités périscolaires? Alors, de toute façon, tout sert dans la vie. Mon premier lien à l'éducation, c'est que j'ai passé le BAFA quand j'avais 18 ans et que j'adorais ça. J'ai dirigé un centre de loisirs de la ville de Paris. J'ai animé dans des colos. Et voilà, j'aimais ça, mais c'était mon job d'étudiante. À l'époque, on était en 92, hein, donc je pensais pas devenir instit, et puis je faisais toutes mes études de droit.
Et puis je deviens avocate parce que c'est le métier que j'ai choisi. Et puis après, je rentre en entreprise, je suis secrétaire générale, directrice juridique. Je m'ennuie un peu plus en entreprise que dans le métier d'avocat. Et je m'étais promis que à 48 ans, il fallait que je me pose la question. Et donc on est en novembre 2020. Et je vois sur LinkedIn 3 ans chez mon employeur. Ah, ça y est, ça fait 3 ans, j'ai 48 ans. On se pose une question. Est-ce que tu es heureuse professionnellement? Non. Non, mais vraiment, mais le truc est venu comme une évidence. Et je me suis posé cette seconde question, parce que paraît-il que les rêves se réalisent mieux quand on se les formule. Quel est ton rêve professionnel si tu n'avais aucune contrainte? Et là, de la même manière, en une seconde, je me suis dit, je rêverais de contribuer au changement du monde par l'éducation. Alors, j'avais fait ma petite part avec mes 2 garçons, qui ont 20 et 22 ans aujourd'hui. Bon, je sais pas si tout est réussi, mais en tout cas, je les ai vus grandir, je les ai vus scolairement, je les ai vus être bons, moins bons, travailler, pas travailler, être harcelés parfois, euh, voilà, être heureux, pas heureux. Et j'ai j'avais plein d'idées en tête déjà pour que bah, l'instruction de l'école soit mise en pratique dans l'extrascolaire. Et je me suis lancée parce que si tu le fais pas à 48 ans, tu le fais quand en fait donc je me suis dit c'est maintenant. Je me suis un peu formée quand même. J'ai fait de la philo avec les enfants. Avec l'association Sève, je me suis fait un peu coacher pour savoir si j'étais sur la bonne voie quand même. Et puis, bah ouais. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je suis tellement heureuse en fait de ce que je fais, et j'ai bien l'intention de développer Joie un petit peu partout pour faire ma part en fait, essayer d'ouvrir les enfants, bah, de révéler leur potentiel, de développer leurs compétences de vie, de les ouvrir à la différence. Parce que en fait, je pense qu'en parallèle de l'école, je pense qu'on peut développer plein de choses. Ce serait idéal si c'était à l'école, mais je sais pas si les enseignants sont en capacité de tout faire. Enfin, je sais même pas si dans un monde idéal, ils étaient super bien formés, super bien payés, s'ils avaient 15 enfants par classe. Je sais pas quelle instruction ils seraient obligés de donner. Ouais. Alors, tu vas expliquer ce que fait Joa, Ouais. mais moi, ce que fait Joa, ça me rappelle, je sais pas si vous avez eu ça, mais moi, en primaire, j'avais école le samedi matin. Ouais, moi aussi. Et le Ouais. samedi matin, c'était activité. Et donc, je faisais de la vannerie. Je me rappelle, j'ai fait un Génial. panier en osier. Je faisais de la pâte à sel. Enfin voilà, c'était vraiment des activités manuelles tous les samedis matins. Et Joa, moi, ce que je trouve canon dans ce programme que j'ai testé pour mes Ouais. jumeaux, c'est que Je me suis bien amusée d'ailleurs avec tes jumeaux. ils vont à la pizza, ils vont chez le pizzaiolo apprendre à faire une pizza, ils vont chez le réparateur de vélo apprendre à réparer des vélos. Donc vas-y, raconte tout ce que vous faites chez Joa. Alors, on fait beaucoup de choses, mais je me suis dit que, enfin, c'est les philosophes, Socrate et Aristote, qui disent que pour être heureux, il faut bien se connaître, être créatif et se sentir utile. Ah, j'ai fait génial, toutes mes activités rêvées rentrent là-dedans. Donc, alors pour parler de la créativité, par exemple, effectivement, moi j'adore l'artisanat et je trouve que c'est des métiers qui devraient être tellement mis en lumière parce que je trouve ça super moderne en fait, de savoir réparer un vélo, de savoir faire un nichoir avec des bouts de bois récupérés dans la rue parce que c'est mieux, de savoir faire un gâteau, une pizza. Là, on va faire du cyanotype aux vacances de la Toussaint, on va faire du street art à la bombe aux puces de Saint-Ouen. Alors c'est l'artisanat, c'est un peu large aussi, mais on a fait ouais, on est allé chez un ébéniste, chez une céramiste, enfin une fleuriste, on a fait des couronnes de fleurs, tout est prétexte. J'aimerais bien qu'on aille chez un cordonnier, enfin il y a tellement de choses quoi à apprendre. Et puis en fait, en plus c'est des métiers qui, bah, ils ont fait d'autres études que le schéma classique. Et ben moi j'aime bien l'idée qu'on puisse un peu ouvrir les enfants à on peut être heureux en suivant pas forcément le schéma classique des études. Voilà,
universitaire ou commercial et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un et de parler de son métier, de sa journée type. On parle, en fait, on discute, on découvre, on ouvre son esprit et voilà. Et donc la créativité, elle s'opère soit avec des artisans, mais aussi avec un aspect écologique. En fait, on va beaucoup développer le développement durable. Quand on va faire une recette de cuisine, on le fait avec l'idée qu'on peut ne faire des trucs super bons avec des bons produits ou des légumes de saison ou la pâte à tartiner mais avec sans huile de palme et avec du chocolat et pas du cacao. Ou alors on va fabriquer des produits d'entretien nous-mêmes. On a fait du baume à lèvres et puis on fait du baume à lèvres qu'on va mettre dans une boîte de Noël qu'on va faire pour des enfants qui sont un peu plus démunis que nous parce qu'il faut un produit d'entretien. On le fabrique nous-mêmes, en fait, c'est plus sympa. Et en plus les enfants sont tellement fiers d'eux quand ils font eux-mêmes. Donc parce que la créativité, voilà, ça développe toutes les compétences de vie, évidemment, dont la confiance en soi. Ces fameuses compétences psychosociales auxquelles je tiens tant. Mais on fait aussi pour apprendre à bien se connaître du yoga parce que les enfants adorent. Moi, j'en fais depuis 5 ans et je trouve ça tellement épanouissant et ça permet d'apprendre à respirer, mais aussi de s'amuser et de faire une activité sportive qui peut être difficile parfois. Quand on se met sur la tête, par exemple, et ils adorent ça. On va faire des ateliers pour apprendre à gérer ses émotions. Donc, ça va faire l'objet d'une discussion sur qu'est-ce que tu ressens. Aujourd'hui, on parle de la colère. Demain, on va faire de l'empathie. Le lendemain, on va faire la joie. Mais on va fabriquer derrière, par exemple, une boîte à colère où on va faire une belle boîte à chaussures qu'on va décorer nous-mêmes, et puis à l'intérieur, on va fabriquer tout au long de la semaine des petits objets, par exemple de la pâte à modeler, parce que quand on est énervé, on aime bien, voilà, mais la pâte à modeler, on le fait avec des bons produits, elle est presque comestible, je crois. Mais on va faire aussi une bouteille de retour au calme. On va faire plein de petites choses qui permettent d'appuyer, en fait, de parler des émotions, en fait, pendant toute la semaine. Mais on va faire les ateliers philo, j'en ai parlé sur plein de sujets. Là, par exemple, à la Toussaint, on va faire ça veut dire quoi être normal. Et puis derrière, on va rencontrer Nolan Loratek, qui est un champion de tennis fauteuil, qui a 15 ans et qui a une maladie des os et qui va venir nous parler de sa vie. Et parce que ouvrir à la différence, c'est aussi être dans la vie et rencontrer des personnes qui souffrent d'un handicap, qui souffrent, déjà le mot est mal choisi, qui sont atteints d'un handicap. Et mais une autre fois, par exemple, j'aimerais faire un atelier avec une personne qui est malvoyante et qu'on se bande les yeux, 2 par 2, un qui guide et l'autre qui bande les yeux, pour qu'on vive la vie d'eux, parce que l'empathie, c'est aussi comme ça. En fait, on peut faire des cours d'empathie à l'école, mais moi, je pense qu'il vaut mieux le vivre. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle learning by doing, être dans la vie vraiment faire. Et donc, alors, Joa, c'est le mercredi. Alors pas cette année. Cette année, on a axé sur les vacances scolaires parce qu'on est en phase de développement, donc on va renouveler ça. Mais oui, théoriquement, c'est tous les moments où il n'y a pas école, donc ça peut être aussi le week-end. C'est les vacances scolaires et puis un jour, on reprendra les mercredis et le soir après l'école. Et on fait aussi des stages d'éloquence. Et de prise de parole en public, parce que j'ai été avocate et grâce à ce métier, j'ai bien compris comme il est important de savoir s'exprimer à l'oral. Alors, on n'est pas obligé de le faire en public, mais quand on fait un atelier philo, on apprend à s'exprimer à l'oral déjà devant 10 enfants. Mais savoir s'exprimer devant une tribune, comme tu le fais si bien, Solène, ça donne confiance en soi aussi, c'est savoir se dépasser. Mais en fait, c'est un truc il y a un sondage qui dit quelle est votre plus grande peur dans la vie, et la prise de parole en public apparaît en second. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont répondu avant de mourir. Moi, ma plus grande peur, c'est de prendre la parole en public. Moi, j'avais que c'était la plus grande peur, c'était d'abord de prendre la parole en public.
Ah ouais? Moi, Moi, j'avais lu que j'arrive en second après la mort, mais ouais, c'est la peut-être. glossophobie et en fait, Ouais. il y a plus de 80% des gens qui sont glossophobes et qui ont peur de parler en public. Donc, enfin, en France. Alors qu'il y a des techniques. Donc, on le fait surtout pour les lycéens, pour le grand oral et pour le grand oral du brevet, enfin l'oral du brevet. Mais on le fait aussi avec les petits et on fait des pour-contre. Voilà, on fait plein de petits exercices en fait pour raconter une histoire. On tire un objet dans un sac et hop, on raconte une histoire. Il y en a qui aiment pas, mais on les force pas. C'est ceux qui ont envie, mais en fait après il y en a qui prennent confiance et qui se disent oh bah finalement personne s'est moqué de lui. On peut peut-être essayer de le faire aussi. Mais l'éloquence, voilà, c'est vraiment, on a la chance d'avoir un parrain qui est Bertrand Perrier, qui est un grand avocat spécialiste de la prise de parole en public, qui nous aide et nous soutient, et c'est formidable. Les résultats sont extraordinaires hein, pour notamment les lycéens. Canon. Parce que c'est vrai qu'ils ont un grand oral au bac, mais alors, pour les préparer, c'est pas forcément ça. Bah, en fait souvent dans les lycées qui veulent, ils les entraînent, mais ils leur apprennent pas les techniques. Et la prise de parole, c'est apprendre à convaincre. C'est pas la même chose que le théâtre, par exemple. Le théâtre, c'est jouer une scène. Quand tu prends la parole en public et quand tu développes l'éloquence, tu parles à quelqu'un et tu vas essayer de le convaincre. Donc c'est développer une argumentation. C'est complètement autre chose. Et c'est pas forcément quelque chose ça qu'on apprend à l'école encore, mais ça viendra. Mais en attendant, Joie le fait. Voilà. Pascal, Marie, est-ce que vous avez une dernière question pour Magali avant qu'on passe à la prochaine rubrique? Magali, c'est à Paris, j'imagine. Est-ce que vous avez un développement géographique? Quand est-ce que vous venez à Lille pour Pascal et moi? Ah ouais, alors pour l'instant c'est à Boulogne et dans le 14e arrondissement du côté de Montparnasse. Et en fait, il faut trouver des lieux et des personnes relais. En fait, c'est après, voilà, on réfléchit à développer Joie sous forme de franchise peut-être aussi, parce que ce sera peut-être plus simple aussi comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est trouver les bonnes personnes qui sont et puis un lieu qui soit dans une école, soit un lieu. Moi, j'aime mieux l'idée de remplir un lieu qui n'est pas rempli pendant, par exemple, les vacances scolaires, parce que je trouve ça dommage qu'on ait tous des locaux et qu'ils soient vides à certains moments, alors qu'on pourrait tous travailler ensemble. Mais peut-être qu'un jour Joie aura son lieu aussi, je ne sais pas. Mais oui, à Lille, évidemment, bien sûr. En tout cas, le concept est canon et on en a bien besoin parce qu'en Merci. fait, on est tous en mode galère. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances quand on n'a pas les grands-parents ou quand on a loupé, je vois souvent ça, la deadline pour inscrire au centre aéré. C'est un concept vraiment canon. Moi, j'ai pas de question pour toi, Magali, mais juste une remarque. On parlait tout à l'heure de briller. Qu'est-ce que ça voulait dire être brillant, voilà. Je trouve que tu l'incarnes absolument. À partir du moment où tu as commencé à nous raconter Joa, enfin moi je l'ai vraiment vu comme ça et entendu comme ça, c'était incroyable. Ta voix, tes yeux se sont allumés, ta voix, il y avait une énergie incroyable et je trouve que tu brillais complètement et voilà. Briller, Ouais. c'est ça, être à sa juste place et partager avec conviction et passion ce en quoi tu crois et je trouve que tu l'as incarné pleinement. Voilà, j'avais juste envie de dire. Ah, je te remercie. Mais c'est vrai que le contact des enfants, on se demande pourquoi c'est une passion. C'est très très fatigant de s'occuper des enfants, mais c'est tellement épanouissant aussi pour les adultes d'être au contact des enfants quand ce ne sont pas les nôtres. Mais voilà, il y a tellement moins d'affect et tout ça, c'est beaucoup plus simple aussi. Bon, merci Magali. On va passer à la rubrique au secours. Donc là, c'est les parents qui nous posent des questions et vous pouvez nous envoyer vos questions si vous voulez qu'on traite d'un sujet. Il suffit de nous envoyer une petite vidéo de 30 secondes avec vos questions sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, et on y répondra avec plaisir. Dis-moi, Solène, comment aborder le problème de l'écologie avec les enfants sans les rendre anxieux? Qui a osé faire ça? Malcolm, c'est lui. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait non plus. Alors Marie, comme sur les réseaux sociaux, tu te présentes comme j'éveille les nouvelles générations au développement durable sans les démoraliser. Alors comment est-ce que tu fais pour ne pas démoraliser les enfants face à cette éco-anxiété? Vas-y, donne-nous tes astuces.
Écoute, effectivement, je pense qu'on a tous, nous-mêmes adultes, parfois du mal avec à se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement. Et donc du coup, l'idée, c'est effectivement d'engager les enfants dans une démarche positive et c'est pas forcément comme ça que c'est souvent traité dans les médias et tout. Donc je trouve que c'est important. Alors il y a plein de conseils, peut-être rapidement. La première chose, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là il y a 3 ans, quand j'ai créé Graines de Citoyens, je m'étais dit, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut en parler? Est-ce que chez les tout petits, c'est peut-être pas... Enfin, en fait, j'avais toujours peur, et c'est ce que me disent beaucoup de parents avec qui je discute, on a peur de les inquiéter, on a peur de pas avoir le bon niveau de discours, etc. Le premier conseil, souvent des experts, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire de pas, alors quand on a un enfant qui pose des questions, de pas, on peut avoir tendance à lui dire, bah écoute, t'inquiète pas, tout va bien, parce que en fait, on n'a pas envie de lui passer l'angoisse qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Et les experts disent que finalement, c'est peut-être plutôt contre-productif, parce que dans tous les cas, il va en entendre parler à l'école, il va en entendre parler dans les médias, en mode alerte rouge, menace imminente, catastrophe, etc. Et que le fait d'accompagner, et en tant que parent, on n'a pas forcément toutes les réponses. En fait, on peut ne pas avoir la réponse à une question, mais par contre, d'être dans un rôle d'accompagnement, de dire, bah, on va se renseigner, on va regarder, on va aller trouver un livre ou poser des questions à un expert ou autre. En tout cas, d'accompagner les questions et de pas couper en mode, tu verras ça plus tard parce que c'est pas quelque chose pour les enfants. Le conseil, c'est plutôt d'être dans l'accompagnement. Et ensuite, alors il y a plein de choses, peut-être chez les plus petits, justement, le côté émerveillement à la nature, ça rebondit aussi un peu sur ce que disait Magali, mais en fait aujourd'hui on vit tous, enfin beaucoup dans des villes, etc. Beaucoup d'enfants sont déconnectés de la nature. Alors évidemment c'est plus ou moins facile en fonction de là où on habite, mais en tout cas d'essayer de cultiver cet émerveillement, d'aller le plus souvent possible dans la nature. Ça peut être juste dans un parc ou même sur la route de l'école, d'observer les insectes, de regarder, etc. Le fait que l'enfant, plus il a de relations émotionnelles avec la nature, plus on dit toujours on protège ce qu'on aime. Au final, sans parler forcément de l'effet de serre et de faire un exposé dessus, cultiver ce côté proximité et se rendre compte de tous les services que nous rend la nature aujourd'hui donnera probablement plus envie aux enfants de la protéger plus tard. Après, moi, ce que j'adore avec Graines de Citoyens, il y a 2 choses. Il y a montrer des exemples inspirants. Donc, en gros, c'est de se dire quels sont aujourd'hui, même nous, dans notre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui s'engagent sur la réduction de leurs déchets, sur la protection des animaux, sur quel que soit en fait le sujet, montrer des gens qui aujourd'hui s'engagent et s'éclatent dans ce qu'ils font. Là, je rebondis sur ce que tu disais sur briller. Au final, on a tous un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on est plus ou moins, enfin, on est plus investi. Et montrer des projets, projeter finalement aux enfants des exemples inspirants, ça leur montre aussi qu'il existe aujourd'hui déjà des adultes qui se saisissent de ces sujets et qu'on ne laisse pas peser uniquement sur leurs petites épaules d'enfants la responsabilité de comment ça va se passer pour la suite. Donc je trouve que c'est toujours hyper sympa pour ça, il y a plein de choses, il y a plein de ressources, il y a des bouquins qui sont bien faits, des reportages, des podcasts où on parle de portraits de gens qui ont des profils et des parcours différents. Un autre conseil, c'est de passer à l'action en famille. On n'est pas obligé moi-même, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas du tout, c'est pas du tout idéal, mais de commencer finalement par les petits pas. Pour des enfants, finalement, le fait d'être mis en action sur un sujet quel qu'il soit, ils sont contents, ils se sentent investis et donc on est moins inquiet. La clé, c'est quand on agit, on fait baisser le niveau d'anxiété justement. Donc se mettre en action. Et puis le dernier conseil pour moi, c'est le côté ludique. Donc, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille avec Graines de Citoyens, mais c'est des sujets, les sujets de société, ça peut être des sujets qui sont un peu lourds. Et en fait, l'idée, même nous adultes, une formation, on va apprendre 10 fois mieux si on s'amuse, si on manipule, si on fait. Donc du coup, je prêche des convaincus ici, mais l'idée, c'est de dire utilisons aussi ces sujets-là pour le faire avec eux sous la forme de jeux, sous la forme d'activités qui vont retenir parce qu'ils auront fait des choses et qui se seront appropriées. Donc les jeux et les livres, moi c'est aussi un de mes sujets où
quelle que soit la tranche d'âge, il existe des pépites incroyables pour lancer la discussion avec un enfant. Le livre, il est quand même vraiment un super moyen de lancer. Et voilà, du coup, moi j'ai plein, sur les réseaux, etc. Souvent, je partage des choses que je découvre, mais en tout cas d'utiliser des supports de médiation. Comme ça, on se sent nous-mêmes parents un peu plus légitimes, parce que finalement, ça vient aussi pas de nous. Et par contre, ça nous permet après d'avoir cette fameuse discussion, comme Magali disait sur les ateliers philo, mais c'est un peu la même chose, de dire finalement qu'est-ce qui est important pour moi, comment je vois les choses dans mon quotidien, etc. Donc voilà, s'amuser, c'est le mot d'ordre pour moi, pour que ce sujet soit aussi un peu décomplexé et qu'ils aient envie finalement d'aller, de projeter et de s'engager sur les sujets de développement durable. Marie, elle a super bien expliqué. Moi, ça m'a donné envie de peut-être un jour collaborer avec Marie, enfin Graines de Citoyens et Joie, parce que on est vraiment dans le même esprit de surtout pas développer l'anxiété chez les enfants, et c'est ce qu'on fait aussi, de les reconnecter à la nature le plus possible, aussi bien par des choses très simples comme faire un herbier, regarder les oiseaux. On leur a préparé un petit quiz pour reconnaître les chants des oiseaux, parce que je leur dis, c'est Cyril Dion qui dit que les enfants sont capables de reconnaître 1000 logos. C'est énorme, mais c'est, paraît-il, les chiffres, mais ils sont pas capables de reconnaître 3 arbres ou 3 oiseaux, en fait. Et les gens qui habitent à la campagne, peut-être qu'ils ont un peu plus de notion de ce qu'est une mésange ou Ça, c'est un des sujets sur lequel je travaille beaucoup. C'est, pour l'acquisition du langage, parce qu'on sait que les inégalités sociales, elles partent souvent avec le langage. Et donc moi, j'invite vraiment les gens à pas dire c'est un arbre, c'est un oiseau, c'est un insecte, c'est machin, à nommer les choses. Et c'est vrai que ça développe d'un seul coup le nombre de mots que nos enfants connaissent. Et après, il y a des choses très simples qu'on peut faire même en étant citadin. Enfin, moi, j'habite en ville, en appartement, au 4e étage, et ça fait 3 ans. On a mis un nichoir, et 3 ans qu'on a un couple de mésanges qui fait deux nichés par an. Et donc, on entend les oiseaux sur le balcon, on les regarde, c'est Zazou. Donc on lui a donné un nom. J'ai même plus besoin d'acheter un animal de compagnie, puisque nous avons. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on observe Zazou au printemps, qui fait 150 allers-retours par jour pour donner à manger aux petits oiseaux qu'on entend piaffer. Mais c'est assez simple, quoi. Enfin, le nichoir, il m'a coûté 40 €. Je l'ai installé sur le balcon, et puis voilà. Ça remplace un écran. Mais Voilà. il y a une autre idée aussi qu'on peut faire, même en ville, c'est de cultiver quelques trucs sur son balcon. Le potager, nous on a eu la chance d'avoir une collab avec un hôtel qui avait un petit potager, et fin janvier jusqu'à fin juin, enfin on a planté fin janvier des choux, des fleurs, des carottes, des radis, des petits pois, enfin tout ce qu'on pouvait planter fin janvier. Et tous les mois, on allait regarder, s'en occuper. Et ça, c'est la reconnexion non seulement à la nature, mais à la vie. Parce qu'en fait, pour respecter la nature, si vous la voyez pousser comme un oiseau qui vient de naître dans un nichoir, ou un radis qui pousse, vous allez beaucoup plus respecter la nature après, en fait, je pense. Ou alors, parfois on fait des ramassages de déchets aussi. De la même manière, ils comprennent très vite que, en fait, si tu mets un bout de plastique sur une plante, c'est pas sûr qu'elle vive longtemps. Mais si je te mets un sac plastique sur la tête, je suis pas sûre que tu vives longtemps non plus. Mais ça leur apprend qu'une plante, elle respire comme nous. C'est des petites choses bêtes, hein, mais je pense que c'est important de partir de la base, en fait. Ouais, moi, je crois aussi beaucoup au côté de l'émerveillement. En fait, c'est quel récit on fait. Et quand on parle de sujets sociétaux, je pense que l'idée, c'est ma conviction, mais je pense pas qu'on fasse bouger les lignes en faisant peur, mais c'est plutôt, on embarque les gens en leur donnant un truc qui donne envie. Si c'est genre juste, l'angoisse, t'as pas envie de bouger. Par contre, si c'est genre, mais ça peut être trop cool. Donc voilà, oui, faire pousser, même en ville, des petites, des tomates cerises, des fraises, mais c'est pas tout de les planter, c'est eux qui sont en responsabilité de les arroser, d'enlever les petites feuilles, puis après d'enlever les fraises, de machin.
Et en vrai, c'est pas du tout une corvée pour eux, c'est hyper cool parce qu'effectivement, ils voient l'évolution, ils voient le vivant, le contact avec le vivant. Et puis après, ouais, moi je rejoins aussi Marie. Je pense que, mais après, je sais pas, moi je crois plus, c'est juste mon avis, mais au discours un peu plus vérité et donc de dire les choses. Alors avec les justes mots, mais sur ce sujet de l'écologie, il y a forcément aussi un pendant qui est notre rapport à la consommation. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on met, la durabilité. Et moi, je sais que c'est des sujets dont on parle sans être anxiogène, mais d'expliquer pourquoi non. En fait, c'est même pas tant un enjeu financier, c'est aussi un enjeu d'écologie, de non, on va pas acheter cet énième jouet parce qu'en fait, ce jouet-là, en fait, pour qu'il soit là entre vos mains, mais en fait, il a parcouru le monde, il a été fait de matière parce qu'il vient de Chine, il a été fait de telle matière, et sans dire un truc anxiogène, genre mais juste comment cet objet, parce que un enfant il peut pas avoir conscience l'objet qu'il a traversé le monde, et voilà, et juste d'expliquer, voilà, genre juste, je sais pas, peut-être que c'est juste un point de vue, hein, mais voilà. Non, mais expliquer. En fait, les enfants, il faut tout leur expliquer. Enfin, moi, je pense aussi qu'il faut Ils tout leur comprennent expliquer. tout, hein. En fait, non, mais ils comprennent tout et sans parler des mots difficiles en écologie comme les gaz à effet. C'est compliqué de dioxyde de carbone. Ça vient après, mais déjà, parlons des déchets. Moi, quand on parle d'écologie, par exemple, on les emmène dans une épicerie anti-gaspi parce que c'est une des solutions pour voilà que tout aille mieux. Mais on fait aussi des ateliers philo sur c'est quoi faire sa part avec le conte du colibri pour parce que chacun fait sa part et même si t'es super engagé pour l'écologie, tu fais jamais tout bien, c'est impossible. Donc si déjà on fait chacun quelque chose, voilà, c'est déjà moins anxiogène de se dire on agit tous. Et trouver sa zone de génie, comme tu disais finalement Magali, moi j'interviewe pas mal de personnes justement qui ont des parcours un peu spécifiques et donc on pose des questions à hauteur d'enfant, etc. Et donc de se dire une ancienne banquière qui est partie protéger les grands singes au Congo, etc. Elle était hyper sensibilisée à la cause animale. Bon, moi peut-être moins, mais par contre moi mon sujet des océans ou des forêts ou juste de l'égalité entre les filles et les garçons. Enfin, au final il y a toujours des sujets qui nous touchent plus ou moins fortement et du coup chacun aller vers cette zone là, identifier les sujets qui nous portent et du coup ça rend heureux aussi d'agir sur un sujet qui nous passionne quoi au final. Quand on parle aux enfants d'écologie, on commence par le début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Quand tu mets quelque chose à la poubelle, ça va où après? Et alors ils disent camion de poubelle. Oui, mais après. Oui, mais après. Et en fait, on déroule toute la chaîne, tu vois, pour que on enterre, on brûle, on s'est jeté parfois dans les océans, enfin souvent, hein. Et donc voilà, c'est la base. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que notre terre, est-ce qu'elle peut recevoir comme ça tous ces déchets? C'est pas illimité. Donc et après on aborde un thème par exemple sur la réduction des déchets, mais juste dire très simplement les choses en fait. En tout cas, merci beaucoup Marie pour tous ces conseils. On te retrouvera très vite pour d'autres conseils. Et maintenant, on va passer à la dernière rubrique. La rubrique que j'adore, c'est la rubrique Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc en fait, voilà, on a nos enfants là qui parlent dans la cour de récré. Nous, à notre époque, on avait le verlan. Et eux, en fait, ils disent des choses et on comprend pas tout le temps ce qu'ils disent. Donc là, Magali, Pascal, Marie, je vais voir si vous savez parler Jones ado. Et on va décrypter aujourd'hui le langage SMS des ados. Vous avez quel âge? 13 ans. Vous êtes en quelle classe? 4e. Vous avez tout un portable? Oui. Et qui paye la facture? Les parents. Alors, vous êtes prêts? Je vous pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire POV? Je te plaît, moi je le vois passer sur Insta, je ne sais toujours pas. Bah oui. Non, mais c'est point of view. Ah, point de vue. Point de vue. C'est mon point de vue. Okay. C'est Mogi sur Insta qui est très bon pour faire des pubs. Alors après, si votre ado il vous texte un Skype. Ah, à ce qui paraît. Ouais. À skip. À skip, moi je disais. Hein. Skype, à skip. À skip, je crois. Moi j'aime bien mettre les choses en mode anglophone. Ouais. J'ai bien entendu le à skip. À skip, ouais. À ce qui paraît. Ouais. Un super facile. Et un très français aussi. JPP. Ouais. Ah, ça je l'ai.
Ouais. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en non, peux c'est- plus. ouais. Et pas Jean-Pierre Papin. Non, C'est pour ça pour c'était le- nous, c'était notre génération. C'est genre, La mais honte. de quoi il parle là? Mais qui est Jean-Pierre Papin? Alors, TMTC, c'est désespoir, hein, franchement. En fait, vous Attends, parlez pas du TMTC. tout langage, Non, langage mais ado, non. hein. Moi, j'ai pas les ados J'adore. encore à la maison, donc j'ai une excuse, mais non. Mais Toi-même. moi, ils parlent pas comme ça, les miens. Toi-même, tu sais. Ah, toi-même, tu Ah sais. ouais. Ah ouais. Toi-même, tu sais. TMTC. Ok. Et TKT, Non, bah, T'inquiète. T'inquiète. Ouais, ah oui, t'inquiète. oui. ne t'inquiète pas. Ouais. Ouais. Voilà, T'inquiète. bon, donc du coup, maintenant, vous a aidé à JSP, décoder. JSP, vous savez JSP? Non? Vas-y. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. JSP, mais un jour, moi, j'ai reçu comme ça un SMS de mon fils qui a 20 ans, JSP, JPP, je sais pas quoi, TKT. J'ai fait non, tu peux me faire une phrase normale, je t'arrive pas à suivre. Non, moi, mon préado, oui, il commence à dire les pauvres, etc. Et mes jumeaux qui sont en primaire, eux, c'est plutôt l'anglais, quoi. Ils me balancent du oh my god. Ah oui, ça oui, j'avais fait. Oui. Bon, ça va, ça on maîtrise, non? Voilà, Oh my God, donc ça, c'est je le maîtrise un Je peu l'ai. près. Mais quand j'entends mon préado avec ses copains, je capte que dalle de la conversation, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc voilà, donc C'est un langage secret, c'est ce qu'ils aiment, justement. voilà. Développer un langage qu'on peut pas comprendre. Donc voilà, donc j'espère que vous arriverez à mieux comprendre les SMS et WhatsApp de vos ados. Donc on arrive à la fin de cette émission. Voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à Marie, Pascal et Magali pour cette discussion qui, j'espère, a été riche et inspirante pour vous. J'espère que vous repartirez avec plein d'idées pour accompagner vos enfants dans leur développement. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aux différentes plateformes de podcast et de nous laisser plein d'étoiles. Merci à vous. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.